Le Saint-Père avait donc déclaré la croisade, et qui était extrêmement désagréable pour les pays qui devaient la subir et pouvait être très agréable pour ceux qui allaient la faire. Parce que s'ils n'étaient pas tués, ils avaient l'absolution de tous leurs péchés, petits et grands, du passé. Et par-dessus le marché, ils avaient le droit de prendre les châteaux, les maisons, pas les femmes et les enfants, mais enfin tout le reste, les vergers, des gens chez qui ils avaient été faire la croisade pour notre Sainte Mère l'Église et afin de sauver des âmes. Réciproquement, vous imaginez un peu que ceux chez qui la croisade se faisait, même s'ils étaient au fond d'assez bons catholiques, et ça nous reviendra là-dessus, n'avaient aucun désir d'accueillir les croisés, si ce n'est un coup d'épée, de façon à garder leur maison, leurs champs, leurs vignes, leurs femmes, leurs bébés et tout le reste. Ce fut donc, comme vous l'imaginez, une guerre féroce. Mais il ne faut pas croire que les guerres du XIIIe, XIVe siècle ne fussent pas féroces. La guerre des Deux Roses a été encore bien plus féroce en Angleterre au XVe siècle que la guerre contre les Albigeois. La guerre de 100 ans a été moins féroce, parce que la guerre de 100 ans se livrait dans des conditions différentes et était pour les Anglais surtout une question d'exploitation commerciale. Il s'agissait de piller la France pour prendre ce qu'il y avait de bon. Les Anglais n'avaient pas de poires, ni de pommes, ni de jolies filles, ben on les prenait en France. Et puis également, la guerre de 100 ans a été rendue beaucoup moins féroce du fait des rançons. Quand on livrait une bataille, on tâchait de tuer les soldats, sauf. Mais pour tout ce qui était un peu gentilhomme et qui avait 4 sous, on l'emmenait, on le soignait et on écrivait à sa femme, voilà, il faut payer tant. Ce qui fait que tous les gentilshommes anglais, dès qu'ils avaient fait 8 ou 10 Français prisonniers, j'avais la réciproque naturellement, avaient une bonne rente pour la fin de leur vie. Et ceci tendait à rendre la guerre de 100 ans beaucoup moins cruelle dans les hautes classes que dans les basses classes d'abord, les paysans trinquaient. Seulement, ce n'était pas du tout vrai pour la guerre de la croisade des Albigeois, parce que là, il ne pouvait pas y avoir de rançon, ou du moins c'était très rare. C'était une question de vie ou de mort pour l'un et pour l'autre. Donc c'était cruel, évidemment. C'était cruel parce que les croisés étaient chargés par le Saint-Père de supprimer l'hérésie. Et pour supprimer l'hérésie, il n'y avait qu'une solution, puisque les hérétiques ne voulaient pas se soumettre, il fallait les tuer. La population, au fond, n'était pas tellement attachée aux cathares dans son ensemble. Elle profitait des cathares, puisque les cathares lui disaient « faites ce que vous voulez, de toute façon vous irez au ciel, Dieu vous est bon, etc. » Donc c'était assez commode. Mais enfin, en dehors de cela, la population se serait passée des cathares, seulement elle désirait aussi se passer des croisés. Et comme les croisés venaient chez eux pour leur prendre leur maison, la population devenait féroce, et les princes, eux, devenaient à la fois féroces et perfides. Ces princes du Midi, ces princes du Languedoc, étaient des jouisseurs. On vous a beaucoup parlé des troubadours, des cours d'amour, c'est l'aspect élégant. Mais à côté de cela, c'était des gens qui avaient tous les vices, boissons, naturellement, filles, bien entendu, et toute une série d'autres choses que par respect pour vos oreilles, je ne dirai pas. Donc, ces gens-là avaient une seule idée qui était de garder ce qu'ils avaient et de continuer leur bonne petite vie qui n'était ni cathare ni chrétienne, mais simplement païenne. Et pour garder leur bonne petite vie, ils étaient tout prêts à se parjurer une 50aine de fois, comme ont fait les comtes de Toulouse, sauf que certains autres, ayant des châteaux, je vous montrerai des photos, ayant des châteaux très bien placés sur des pitons, se disaient, oh, les croisés, on s'en fiche, on est bien placé, on pourra toujours se débarrasser d'eux, on va les tuer. Donc il y avait ceux de la plaine qui tâchaient de négocier, et ceux des montagnes qui, au contraire, faisaient une guerre féroce. C'est entre les deux que les pauvres croisés avaient à se débattre. La cruauté des croisés est une chose dont on a beaucoup parlé.
dont on parle encore, et je vous expliquerai les raisons pour lesquelles cet acharnement à parler de la cruauté des croisés. Mais les mêmes gens qui parlent de la cruauté des croisés et de la cruauté de la croisade oublient ce qu'a été la croisade des démocraties. Vous savez que nous avons eu l'honneur d'être l'objet de la croisade des démocraties des autres Européens entre 1939 et 1945. Et cet honneur nous a coûté autant de sang que l'honneur de la croisade des Albigeois avait coûté aux Languedociens. Car, évidemment, le meurtre individuel par les soins des communistes a été aussi fréquent qu'à l'époque des Albigeois, mais le meurtre collectif a été poussé à un point beaucoup plus savant grâce à l'invention de la bombe atomique. Vous savez que Hitler, qui était un misérable, avait hésité et reculé devant la création de la bombe atomique, se disant qu'il passerait pour une brute s'il faisait ça. D'autres n'ont pas reculé, et il faut avouer que la bombe atomique a été, comme cruauté, quelque chose d'infiniment pire que tout ce que les croisés ont pu faire à aucun moment de leurs attaques. Comme massacre d'innocents et de malheureux gens qui n'avaient rien à voir à la guerre, ça a été quelque chose de véritablement inconcevable. Et on ne peut pas dire qu'il soit très consolant pour l'esprit de penser que les grands États civilisés du monde accumulent des bombes qui sont 1000 ou 100 000 fois plus fortes que cette petite bombe-là, qui n'a jamais tué que 150 000 ou 250 000 personnes d'un coup. Ainsi donc, messieurs, la cruauté, on en parle. Pour le passé, où les pauvres imbéciles tuaient les gens un par un ou 10 par 10. Mais on oublie de penser que maintenant, elle existe encore, et qu'elle est multipliée par 100 000 ou 1 million, et que par conséquent, c'est une cruauté dont l'individu ne se rend pas compte, sauf quand il est lui-même tué, ou abîmé, ou esquinté. Après cette parenthèse sur la cruauté, il faut également vous rappeler ceci. C'est que le Saint-Siège n'a jamais voulu la cruauté. Alors, évidemment, il fallait tout de même tuer ceux qui ne voulaient pas revenir à la foi. Mais en dehors de cela, le Saint-Siège a multiplié les efforts pour faire une conversion pacifique, pour faire une conversion grâce à la discussion, grâce au baptême, grâce au miracle. Le Saint-Siège n'a reculé devant rien. Et, durant la croisade, le Saint-Siège a mis un acharnement qui, même a gêné les croisés, à rechercher constamment les moyens de paix et les moyens d'apaisement. Le Saint-Siège a été obsédé par l'idée de justice et de clémence. Cela a gêné les croisés. Mais on n'a aucun droit dans les temps modernes de porter au passif du Saint-Siège la croisade des Albigeois. Elle était inévitable au point de vue religieux et au point de vue social, et si un élément l'a rendu moins féroce, c'est le Saint-Siège, avec tous ces efforts dont je vais vous reparler. Ce qui l'a rendu plus cruel, c'est le jeu très compliqué des partenaires qui se trouvaient en face les uns des autres. S'il n'y avait eu que des croisés et des cathares, ça aurait peut-être été fait assez vite. Mais c'était tout autre chose. Les cathares, d'abord, et il faut leur rendre cette justice, étaient farouches. Et un vrai cathare ne cédait jamais. Un vrai cathare, même quand il était brûlé, ne disait rien. Il faut rendre cette justice à ce culte, c'est que c'était un culte de fanatiques. Évidemment, il y avait chez eux quelque chose que je peux appeler de la possession démoniaque, car le petit nombre des convertis est exceptionnel et frappant. Donc avec eux, c'était une question de vie ou de mort. Du reste, ils ont beaucoup souffert, parce qu'ils ont eu une très mauvaise technique. Voyez-vous, dans les guerres et les révolutions, il faut savoir ce qu'on fait, et il faut réfléchir deux fois. Les cathares ont vu, vous montrerez des photos tout à l'heure, de beaux grands châteaux sur le haut d'un piton. Ils se sont dit, là, on est bien, on va aller là. Alors, ils sont allés là. Mais naturellement, la première chose que les croisés ont fait, quand ils ont vu des beaux gros pitons d'un piton, ils ont pris le château, ils l'ont brûlé, puis les cathares tous tués. Donc, au lieu que les châteaux en haut des pitons, et Dieu sait s'il y en avait, aient été une protection pour les cathares, ils ont été une souricière où ces malheureux imbéciles ont été se faire prendre et qui leur a coûté beaucoup d'argent.
s'ils étaient restés dans la campagne mêlés à la population, ils auraient probablement infiniment moins souffert, car la petite population qui se vivotait dans les coins, elle souffrait moins. Donc, erreur de tactique et en même temps, de leur part, férocité, mais ils ne sont pas directement coupables des assassinats, ce sont les seigneurs du Midi, qui sont, je vous l'ai dit, vicieux et fourbes. Il y avait sans doute du sang arabe parmi eux, car ils avaient la technique arabe. Si possible, ne pas se battre, mais si possible, assassiner. C'est la grande technique arabe. Eh bien, les seigneurs du Midi préféraient cette technique-là à une bataille rangée, parce que dans les batailles rangées, ils n'étaient pas très sûrs de leurs serviteurs et pas très sûrs d'eux-mêmes, n'est-ce pas? Il y avait un moment où la prudence les amenait à montrer leur dos à l'ennemi, ce qui n'est pas une bonne méthode de combat. Mais seulement ils étaient d'une imagination, d'une ingéniosité, et ils étaient prêts à se parjurer une 50aine de fois s'il le fallait. Or, comme le Saint-Siège était très bon, et que le Saint-Siège lui croyait, et que les serments avaient une certaine valeur, ça sauvait la vie pendant quelque temps, ça arrangeait les choses, ça permettait de gagner du temps. Vous le verrez. Autre élément, il y avait les croisés. Naturellement, il y avait les croisés qui étaient de gros messieurs qui venaient là pour se faire pardonner des péchés un peu lourds et surtout pour espérer gagner des terres. Cela restait pas longtemps. Puis il y avait les croisés qui vraiment étaient sincères, comme Simon de Montfort. On ne peut pas dire qu'ils fussent ni méchants ni cruels, mais c'étaient des soldats. Et vous savez ce que c'est qu'un soldat? Il se bat, et quand il se bat, il est obligé de tuer. Simon de Montfort a été certainement de tous les personnages de cette guerre le plus honorable, le plus droit dans ses intentions et le plus constant dans son attitude. Il n'a jamais eu de duplicité. Mais quand il se battait dur. Et il avait rarement le temps de ne pas se battre. Maintenant, il y avait un autre partenaire silencieux d'abord et ensuite qui est intervenu, c'était le roi de France. L'idée d'Innocent III, qui était un homme très intelligent, était tout d'abord de faire la croisade par le roi de France. Le roi de France avait une bonne armée, et le roi de France, qui s'appelait Philippe Auguste, bien qu'il fût borgne, était spécialement intelligente et subtile. Donc, Innocent III pensait qu'il aurait mieux valu que ce fût lui qui fit la croisade. Et il lui écrivit dans ce sens une lettre très aimable et très prudente, qui était d'autant mieux venue qu'après tout, le roi de France était le suzerain de toute cette région-là, ou de la plupart de cette région-là, car il y avait une imbrication de souveraineté très compliquée. Mais le roi de France, Philippe Auguste, avait à ce moment-là sur le dos deux autres affaires qui le préoccupaient beaucoup. La première affaire, c'était sa bataille contre les Plantagenets et contre le roi Jean Santerre. Jean Santerre était un gangster, un filou, un menteur, un lâche, un voleur, un escroc et d'autres choses encore que je ne dirai pas, mais il était roi d'Angleterre. Et il était en train de réunir contre le roi de France une alliance formidable dans laquelle était entré l'empereur d'Allemagne, Otton, qui avait presque les mêmes qualités que son partenaire, et le comte de Flandre, Ferrand, qui en avait pas mal aussi. Tout cela, c'était beaucoup. Et le roi de France ne pouvait pas se permettre, à un moment où il était menacé au nord, d'aller faire le jocrisse au sud, fût-ce même pour la Sainte Église et le salut des hommes. Donc, il répondit très poliment au pape, parce qu'il était poli et qu'il était subtil. Et il dit au pape qu'il avait bien raison de penser du mal de Raymond VI, qui avait soutenu contre lui Richard Cœur de Lion, qui avait même épousé sa sœur, bien que notre père et nous-mêmes ayons dépensé beaucoup d'argent à défendre Toulouse contre les Anglais, qui avait aidé Jean Santerre. Nous avons trouvé des troupes toulousaines dans la garnison de Falaise et qui n'a jamais fourni de service au roi de France, bien qu'il tienne de nous une des plus grandes baronnies du royaume. Donc, le roi montrait bien qu'il n'avait aucun goût pour le comte de Toulouse. Et en même temps, il rappelait à Innocent III que Toulouse était une terre rattachée à la France. Mais il expliquait ensuite
qu'ils ne pouvaient pas aller faire la croisade à ce moment-là, et qu'il fallait s'adresser ailleurs qu'à lui. Il y avait d'autres travaux. Cependant, la croisade a été prêchée en France et il y avait une réponse très générale des chevaliers. Ce qui agaçait un peu Philippe Auguste parce qu'il allait avoir besoin de tous ces gens-là pour la bataille contre les Anglais et contre les Allemands, mais ça ne fait rien. Il a permis aux gens de partir tout en limitant les effectifs. Et quand des gens comme le duc de Bourgogne, Eudes, et comme le comte de Nevers, qui étaient des très grands seigneurs, décidaient de partir, vous imaginez que toute une piéta les suivait, et que également toute une masse de gens, bons à rien du reste, se joignaient à la croisade, des ribauds, comme on les appelait, avec l'espoir du pillage et avec le goût de la vadrouille, puisqu'il faut dire le mot. Donc la croisade comprenait de très grands seigneurs, avec une armée régulière comme elles étaient. Vous savez, le chevalier partait, il avait 5 ou 6 écuyers, et puis il avait environ 200 ou 2000 serfs qui étaient obligés de le servir et qu'il armait. L'inconvénient de tout cela, c'est que ces armées du Moyen-Âge, il ne faut pas l'oublier pour comprendre la croisade et ses difficultés, les serfs n'étaient obligés à faire le service militaire pour leur seigneur que pendant 40 jours. Au bout de 40 jours, ils pouvaient encore servir, mais seulement si leur seigneur les payait et leur persuadait de rester. Donc ça transformait la situation et les seigneurs se gardaient de faire des guerres pendant plus de 40 jours parce qu'alors ça coûtait trop cher, ça ne rapportait plus rien du tout. Alors une guerre doit rapporter. Ainsi la croisade c'était très joli, mais il fallait que ça fasse parce qu'au-delà de 40 jours on ne pouvait plus compter sur ces gens. Donc les légats, Arnaud Amaury en particulier, font démarrer la croisade le plus vite possible et l'armée se met en marche et descend le Rhône très rapidement. On n'avait pas à aller loin, donc c'était assez vite et assez facile. On ne peut pas dire s'il y avait 50 000 croisés ou moins. Moi je crois qu'il devait y en avoir de 25 à 30 000, mais enfin c'était déjà pour l'époque une grande armée. Et ils arrivent devant la ville de Béziers, qui était une très grande ville. Raymond VI s'était arrangé pour se tenir un peu à l'écart, parce que il avait de nouveau écrit au Saint-Père, il avait fait abjuration, il avait fait pénitence à Saint-Gilles. Et ne croyez pas que ce soit une plaisanterie que de faire pénitence, parce que le souverain qui faisait pénitence devait ôter sa chemise et ne garder que ses caleçons qu'on appelait des braies, et puis se mettre à la porte de l'église, torse nu, et demander très poliment à chaque prêtre et à chaque fidèle qui passait là de lui flanquer quelques coups de discipline. Et cela pendant 1 ou 2 heures, donc ce n'était pas tellement agréable après avoir fait abjuration de ses fautes et de ses erreurs. Raymond VI ayant fait ça, était temporairement à l'abri de la croisade. Mais son petit cousin, Roger Trencavel, lui, n'avait pas fait cela. C'était un jeune homme de 24 ans, était le seigneur de la région de Béziers, de Narbonne, et dans son imprudence de jeune homme, il a pensé qu'il pourrait tenir tête à ces gens du Nord. Donc, on arrive devant Béziers. C'était une ville très forte, qui aurait pu tenir. Et lui, le vicomte de Trencavel, était parti pour Carcassonne, qui était son fief principal. Donc, on arrive à Béziers, et là, on commence par faire ce que font tous les généraux. On tient conseil et on mange. Pendant qu'on tenait conseil et qu'on mangeait, ces imbéciles de gens de Béziers, avec la vanité méridionale que nous connaissons, pardon s'il y en a ici, mais se disent on va faire une jolie petite sortie pendant qu'ils mangent. Alors quelques centaines de chevaliers prennent leurs chevaux, ouvrent la porte et galopent dans la plaine pour agacer les croisés. Mais ils tombent sur les ribauds, qui eux ne mangeaient pas encore, et ils en tuent quelques-uns, et les ribauds furieux, et ils étaient plusieurs milliers, tombent sur cette centaine de chevaliers, qui alors, avec une caractéristique que moi, homme du Nord, je dis méridionale,
Ceux-là fuient à toute vitesse pour rentrer dans la ville. Mais en même temps, les ribauds rentrent dans la ville et commencent à tuer, à piller, à violer, à assassiner. Alors les chevaliers se dépêchent de finir leur déjeuner et montent à l'assaut. Alors la ville est prise de l'intérieur, prise de l'extérieur, la pauvre population épouvantée se réfugie dans les églises, oubliant qu'à un concile récent, on avait déclaré que dans les villes, les églises ne seraient plus lieu de refuge. Du reste, les ribauds sont fichus, et les ribauds pillent, et les ribauds tuent, etc. Et on a même dit qu'ils avaient tué 5000 personnes dans une église où il ne peut en tirer que 300. Par conséquent, ils ont tué, mais ils ont tué moins que les gens du Midi disent, et cette pauvre ville qui devait être de 12 ou 15 000 habitants a dû perdre 8 à 10 000 habitants dans un horrible massacre qui n'était pas tout à fait la faute des croisés, puisque c'était les ribauds qui, eux, n'étaient pas croisés, qui étaient les amateurs de la croisade. Ce fut une horrible chose, très pénible, mais voilà, ce fut ça. Mais tout de même, ça a donné un peu de goût aux croisés. Ça ne leur a pas rapporté beaucoup d'argent, parce que les ribauds, voyant que les croisés les rejoignaient, avaient mis le feu à la ville. Pas toute la ville, mais enfin une partie de la ville. Donc, ça n'a pas été d'un grand rendement financier. Ça n'était qu'un premier succès. Ensuite, on se décide à aller chercher le vicomte Trencavel dans sa forteresse de Carcassonne. Ceux d'entre vous qui ont vu Carcassonne ne doivent pas imaginer que le Carcassonne de cette époque-là fut aussi beau. Le Carcassonne d'aujourd'hui est un Carcassonne de la fin du XIIIe siècle, or nous sommes au début du XIIIe siècle. Donc c'était un Carcassonne beaucoup moins bien défendu. Et le pauvre vicomte Trencavel s'en est rendu compte au bout de quelques jours, d'autant plus que Carcassonne, qui est très bien situé, n'a pas d'eau, sauf quelques puits. Et que comme c'était en été, et que se battre donne soif, au bout de très peu de temps, la ville n'a pas eu d'eau et la population a commencé à pleurer, à se lamenter. Alors, le jeune vicomte a été, je dois le dire, extrêmement généreux. Il a dit qu'il allait se sacrifier. Il a demandé que l'on épargne la population et que lui-même céderait la ville et se constituerait prisonnier. Donc, toute la population a été autorisée en chemise et pieds nus. Les hommes avaient les caleçons, les femmes avaient des chemises de nuit. C'était très confortable. À sortir de la ville par une poterne, un par un. Ceux qui voulaient pouvaient rentrer, mais tout ce qui était des juifs et des cathares, sur la demande du vicomte, a été conduit à Toulouse sous la protection de quelques croisés généreux. Là, il n'y a pas eu de massacre. Et seulement, le vicomte a été mis en prison, où il est naturellement mort au bout de peu de temps, parce que les prisons à cette époque-là étaient encore moins confortables que maintenant, et elles ne sont pas très confortables même maintenant. Donc, la croisade, eh bien, au fond, avait réussi jusqu'ici, et puisque le comte de Toulouse était à l'abri, il n'y avait rien à faire. Alors, les grands croisés ont dit qu'ils allaient rentrer chez eux. On approchait de la fin des 40 jours, il y a eu un concile, une réunion, on a nommé l'un d'entre eux, pas un grand seigneur, les grands seigneurs avaient trop d'intérêt en France pour rester, mais un petit seigneur qui devait prendre possession des terres et les gérer au nom du Saint-Père, d'accord avec les évêques. On a pris Simon de Montfort, comte de Leicester. Simon de Montfort était à la fois un petit et un grand seigneur. Et c'était en tout cas un grand homme. Je vais vous écrire son nom, de façon à ce que vous ne vous trompiez pas. Il y avait donc en France une baronnie qui n'était pas très grande, mais qui était tout de même très bien placée, car c'était une baronnie qui comprenait tout ce que l'on appelle maintenant le département des Yvelines. Et c'était des terres riches, près de Paris, et qui pouvaient, dans certains cas, beaucoup gêner le roi de France. De plus, comme c'était un gentilhomme très respecté, son père et son grand-père avaient été de preux chevaliers, il avait épousé une fille très élégante, qui était une princesse de Montmorency. Les Montmorency étaient, à ce moment-là, tout ce qu'il y avait de plus élégant. Ils avaient le titre de premier baron chrétien de France, et elle était très proche parent de la famille royale. Donc,
bien que Simon de Montfort fût un simple chevalier, avec un fief pas tellement énorme, c'était tout de même quelqu'un qui avait beaucoup de surface. De plus, il s'était montré extrêmement honorable. Il avait fait la 4e croisade. Et vous savez que la 4e croisade, grâce à la malhonnêteté des Vénitiens, je leur demande pardon, avait été détournée de son objet qui était la Terre Sainte pour aller prendre une ville aux Hongrois en Dalmatie et ensuite pour aller prendre Constantinople qu'ils ont bien pillé et qu'ils ont occupé pendant environ 60. Or, Simon de Montfort et quelques autres ont dit non et ils ont été en Terre Sainte où ils se sont bien battus, pas très utilement parce qu'ils étaient très peu nombreux, mais tout de même, lui a été là où il devait aller et non pas à Constantinople où il ne devait pas aller. Toute sa vie a été marquée de cette même droiture, de ce même courage, et il était donc très respecté. Et dans la croisade qui avait eu lieu, il s'était montré d'un tel courage qu'on n'hésita pas à le nommer remplaçant du vicomte Trencavel, seigneur de Béziers et de Carcassonne, en attendant mieux. Et puis les grands seigneurs partirent, et Simon de Montfort se trouva seul avec quelques chevaliers de ses amis de l'île de France et les évêques qui étaient un peu inquiets. La première partie de la croisade était finie et Simon n'était pas tellement rassuré. D'autant plus qu'un nouveau personnage va intervenir. Un personnage à la fois sublime et dégoûtant. Ça arrive. Pierre II, roi d'Aragon, était un souverain très intelligent qui était en train de préparer et de réaliser le plus bel effort militaire qu'on ait fait en Espagne contre les Maures. Car quelques années plus tard, il devait remporter en 1212 la victoire qui a chassé les Maures de toute la partie centrale de l'Espagne. Et je vous n'oubliez pas ce nom dans l'histoire de la chrétienté de ses capitales, la bataille de Las Navas de Tolosa. C'est une panne à cet endroit-là, c'est le pire endroit de l'Espagne. C'est un plateau dénudé à 50 km à l'ouest de Cordoue, dans un site féroce, et où on trouve encore quelquefois des ossements ça et là, parce que les croisés ont gagné la bataille, ont bien rempli leur devoir en massacrant tous les morts qu'on pouvait trouver et qui survivaient un petit peu. Mais enfin, ça a libéré toute la partie centrale de l'Espagne, et ça a été, pour l'Europe, vraiment la réalisation du nettoyage des Arabes qui, cette fois-là, étaient repoussés chez eux. Donc, ce n'était pas n'importe qui. Seulement Pierre d'Aragon était comme toutes les personnes. Il avait beau être un grand roi, il voulait être un plus grand roi. Et c'est cela qui a causé sa perte. Il avait déjà, de l'autre côté des Pyrénées, la ville de Perpignan, qui est une très jolie ville. Très jolie. Et cette région de Perpignan et de la Cerdagne, qui est une région très riche, et où il y a de très beaux monastères et des fermes très productives. Donc, il voulait se constituer un royaume à cheval sur les Pyrénées, et il ne voyait pas d'un très bon œil l'arrivée des croisés du nord de la France qui occupaient le terrain et qui étaient en train de lui couper ses possibilités d'extension. Aussi, quand Simon de Montfort, très poli, parce qu'il était poli, a été lui demandé de bien vouloir l'accepter comme son féal, parce qu'il y avait certaines des terres de Trencavel dont Pierre II d'Aragon était déjà suzerain. Pierre II lui a tourné le dos et s'est efforcé de lui susciter les pires difficultés. Ainsi, en dehors des Cathares, en dehors de Raymond VI qui préparait une armée, le malheureux Simon de Montfort a eu affaire à la fourberie de Pierre II, qui était fort riche, parce que c'était le roi d'Aragon, avait la ville, possédait l'Espagne,
et surtout la belle ville de Barcelone, presque la plus jolie, la plus belle ville à certains points de vue d'Espagne, et la plus riche parce qu'elle avait un énorme trafic avec toute la Méditerranée centrale et orientale. Et il avait Perpignan également, il avait Majorque, il avait les îles Baléares. Donc c'était un des souverains les plus riches d'Europe. Et il lui fut facile de soulever, et de donner de l'argent et de soulever une partie de ce Languedoc qui était à peine conquis. Il y a eu des révoltes à Castres, à Lambert, et le comte de Foix, stimulé par Pierre II, a attaqué le pauvre Simon qui perd d'un seul coup 40 châteaux. C'est pas grand-chose, mais c'est tout de même ennuyeux. Pendant ce temps-là, Raymond VI, qui ne voulait pas se battre, mais qui voulait se mettre hors du jeu, faisait un petit tour d'Europe. Il allait à Paris, où on le recevait poliment. Ensuite à Rome, où il faisait la cour au Saint-Père en 1210, et où Innocent III lui promettait un nouveau délai de 3 mois, et lui promettait également de lui donner un clerc très courtois pour négocier entre lui, Raymond VI, et puis Amaury et Simon de Montfort. Donc, tout ça n'était pas très bon. Seulement, Raymond III commet une erreur. Il va rendre hommage à l'empereur Othon, ce qui aussitôt indispose Philippe Auguste, et ce qui fait que quand il va chez Philippe Auguste le traite avec beaucoup de dureté, et Philippe Auguste se met à jouer la carte de Simon de Montfort. Je vous demande pardon, c'est compliqué, mais c'est une histoire compliquée. Je suis encore inquiétant, nous irons jusqu'au bout. Simon de Montfort avait une femme merveilleuse. Simon de Montfort avait une femme qu'il faut souhaiter aux gens qui se marient, qui par ailleurs ont bien des ennuis, messieurs. Mais enfin, cette femme-là était une femme excellente, qui lui trouvait de l'argent, des partisans, des soldats, et qui lui a amené tout ça pour l'aider. Elle seule l'a aidé à ce moment-là, ce qui lui a permis de reprendre la guerre, de reprendre ses châteaux, d'attaquer et de se tirer très brillamment de tout cela. Donc l'année 1210 a été pour lui une année assez brillante. Et alors il décide d'attaquer Raymond VI. Seulement, Raymond VI propose de remettre ses États au légat du pape, sauf Toulouse. Les légats n'acceptent pas. Et Simon envahit ses États et il assiège Toulouse. Mais si Raymond VI n'était pas quelqu'un de valeur, en français nous l'appellerions JF, vous savez ce que ça veut dire, j'en foutre. Il y avait à Toulouse des Toulousains, et il y avait les capitouls, les gens qui gouvernaient la ville, qui étaient extrêmement courageux. La ville était grande, bien fortifiée, avec de bonnes machines, et le pauvre Simon, qui avait une petite armée de quelques centaines d'hommes, devant cette grande ville d'environ 20 à 25 000 personnes, c'est tout de même une grande ville, n'a pas pu mordre sur la ville et a subi un échec. Alors pour se consoler, il a pris Cahors et d'autres petites villes, mais pendant ce temps-là, naturellement, le Languedoc se soulevait et on massacrait des Français. Il faut que je vous donne un petit peu de récit de massacre, parce que sans ça, vous ne comprendriez pas bien toute cette histoire, et vous ne trouveriez pas que j'ai été assez sincère dans cette histoire. Voici quelques petites histoires. Les croisés entrent dans un village qui était entièrement dominé par une femme cathare. Alors on prend la femme cathare, on la jette dans le puits. Et puis on a des scrupules, parce qu'au fond, alors on rajoute un bon nombre de grosses pierres. Bien. Ensuite, les gens du comte de Toulouse surprennent 60 soldats à pied de l'armée de Simon de Montfort. Alors on les ligote et on les met dans un fossé. Et puis par-dessus, on met un bon tombeau de terre. Ils ont réussi à vivre. Simon de Montfort a pu les déterrer au bout de 18 heures et ils vivaient encore tout ce monde-là. Mais enfin, dans d'autres cas, ils étaient morts tout simplement. Je vais vous dire que les férocités étaient réciproques et simultanées et qu'on ne négligeait rien pour... Je vous montrerai tout à l'heure une photo d'un homme brûlé. Ah, on brûlait beaucoup aussi. Mais il ne faut pas croire que si on était brûlé, c'était toujours la mort. Vous verrez. Parce que si on était brûlé, on pouvait être brûlé, c'était fini. Mais si on avait un peu de chance et que
le feu brûla d'abord les liens des pieds et des mains, et qu'on put sauter hors du feu, la foule criait « Miracle !» on était portés en triomphe et on était sauvés. Ainsi donc, il y avait même dans les brûlements un élément de chance et peut-être de pardon divin. Ainsi donc, cruauté, mais vous le voyez. Au milieu de tout ça, Innocent III, et j'insiste là-dessus, a des scrupules. Il trouve que Simon va trop vite, qu'on n'est pas tout à fait juste à l'égard de Raymond VI. Une fois de plus, vous voyez, cet extrême souci de la papauté de ne pas traiter les gens douteux d'une façon brutale. Et il écrit au légat, il écrit à Simon qu'il faut juger Raymond VI. Et en même temps, Pierre II se livre à une technique très adroite. Il recrute des troupes contre les morts. Et il fait appel à tous les chrétiens pour venir combattre les morts. Or, pour se distraire de combattre les cathares, qui étaient fastidieux, une bonne partie des troupes de Simon de Montfort le quittent pour aller combattre les morts. Et le Saint-Père écrit à Simon de Montfort, « Attention, vous êtes un méchant homme, vous faites la guerre à un croisé, vous n'avez pas le droit d'attaquer Pierre II. Pierre II est un saint homme, il faut que Pierre II soit respecté, il fait la guerre aux Arabes, il y a eu une croisade qui réussit très bien, donc le pauvre Simon se trouve sans troupes et abandonné par le Saint-Siège. Dans ce cas-là, que fait-il? S'il était abandonné, il y avait des gens qui avaient plus peur que lui, c'était les évêques de cette région-là, parce qu'ils savaient que si les cathares revenaient, ils étaient tous tués. Donc, Simon de Montfort réunit à Montpellier un concile de tous les évêques de la région, lesquels prennent des considérants en sa faveur et contre Raymond et écrivent au pape. En même temps qu'ils écrivaient au pape et qu'ils envoyaient des représentants, un de ses bonheurs, une de ses chances, font que la reine d'Aragon, que son mari traitait très mal et qui était une sainte femme, arrive à Rome avec tout un dossier contre Pierre II. Alors, le pauvre Innocent III se rend compte qu'il n'a rien compris, qu'il est dupe de tout le monde, et de nouveau, il rend les pleins pouvoirs à Simon de Montfort. Pierre II est démasqué et il n'a plus la ressource de s'appuyer sur le Saint-Siège, il n'a plus la possibilité de s'en tirer autrement. Il déclare la guerre et il entre en bataille contre Simon de Montfort. Simon de Montfort était donc, vous le voyez, dans une situation extrêmement difficile. Il avait contre lui, cette fois-ci, Pierre II, qui était un bon soldat, qui avait de bons soldats, les Aragonais sont des gens très durs, et Raymond VI, en même temps, se déclarait contre lui et entrait en guerre en amenant ses troupes de Toulousains. Et l'un et l'autre, les deux, Raymond VI et Pierre II, se mettent à siéger la petite ville de Muret. Là se produit le fait d'armes le plus admirable et le plus étonnant de Simon de Montfort et des croisés. Il avait reçu des renforts, d'Allemands, il avait reçu des renforts également du Rhône. Donc il avait quelques troupes, pas beaucoup, mais il avait quelque chose comme 300 ou 400 chevaliers. Pierre II devait avoir 3 ou 4 000 chevaliers, et le comte de Toulouse devait avoir 10 ou 15 000, peut-être 20 000 piétailles de Toulouse. La bataille était donc très difficile pour Simon, mais enfin, non seulement il se confesse, mais il fait faire confession générale à tous ses chevaliers et à tous ses hommes de pied. Ensuite, grand-messe dans l'église de Muret, tout le monde communie, et puis il dit, maintenant, on va au casse-pipe. Dans un autre langage, le mot casse-pipe n'existait pas encore, je vous le signale, c'est un anachronisme. Donc, et il organise admirablement sa bataille. Je voudrais vous donner une petite idée de cette bataille qui est
on a les chefs-d'œuvre de la stratégie de cette période-là. Muret était comme ça. C'était baron, ça fait. Et la baronne était comme ça. Puis là, il y avait un autre tout ça. Donc, le comte de Toulouse avait là sa piétaille, et puis les Aragonais étaient là, et Muret était coincé. Raymond VI, qui était assez prudent, et dans ce cas-là, pareil, dit aux Aragonais, nous sommes nombreux si nous laissions les Français s'user. Oh, répond Pierre II, vous êtes un JF, vous êtes un lâche, moi je veux la bagarre, nous attaquons. Et alors, les Aragonais commencent à attaquer dans cette direction-là. Simon de Montfort forme 3 colonnes de cavalerie, très serrées. 2 qui doivent attaquer de front les Aragonais, et une autre qui, passant par un pont là, arrive sur les batailles. Donc, les Français, les 2 colonnes de Français foncent. Il y a une cohue épouvantable où les Français, naturellement, comme durs, enfin les Aragonais comme durs. Au milieu de cette connerie dure, on ne dit pas que les Aragonais reçoivent dans le dos la colonne, petite mais ferme aussi, que Simon de Montfort avait fait passer par le pont de l'autre côté. Alors, il lâche pied. D'autant plus que les gens de Simon de Montfort avaient eu une idée très juste. 2 d'entre eux avaient foncé sur l'endroit où était l'étendard de Pierre II, et ils l'avaient, lui, tué. Alors, le chef étant tué, pagaille, on s'enfuit, et les troupes de Simon de Montfort peuvent massacrer à plaisir ce qui reste de l'Aragonais. Mais Simon de Montfort, prudent tout de même, les arrête et puis rentre en ville pour surveiller les Toulousains. Les Toulousains avaient lancé un assaut, mais quand ils voient revenir les Français, ils s'enfuient tous plus vite les uns que les autres et la bataille est gagnée. Et pour vous donner une idée des batailles de cette époque-là, elle avait été gagnée très vite, mettons en 2 heures. Puis après ça, Simon de Montfort, qui était très poli, très bien élevé, rentre pour s'occuper du corps de Pierre II, et c'était un roi et un chrétien, il lui rend tous ces sauvages. Quand il arrive sur le champ de bataille, ennui, tous les combattants étaient complètement nus, parce que les gens de Muret s'étaient dit, un petit bénéfice, il faut le prendre. Et alors, c'est pas facile de reconnaître un roi qui est nu. Enfin, après beaucoup de travail, on l'a reconnu, et Simon l'a enterré très pieusement, avec beaucoup de solennité, puis on l'a rendu à sa famille. C'était donc, vous le voyez, une bataille qui faisait de Simon de Montfort l'homme le plus en vue et le chef le plus brillant de tout l'Occident. Après cela, il exploite sa victoire. À peu près toute la région du Languedoc se soumet, et un concile à Montpellier, l'évêque de la région, se réunit et demande au pape de nommer Simon de Montfort comte de Toulouse. Le pape, toujours, je souligne cette constante, parce que c'est une des calomnies contre l'Église d'attaquer le Saint-Siège à ce sujet-là, mais le pape a toujours été extrêmement soucieux de l'honnêteté et de l'humanité. Le pape, alors, décide que, oui, Simon de Montfort a mérité d'être comte de Toulouse, mais que comme le fils de Raymond VI, Raymond VII, n'était pour rien dans cette affaire, il faudra qu'il possède, lui, toutes les terres que les croisés n'ont pas prises, à condition qu'il élimine les cathares, et en tout cas que ces terres doivent être mises sous séquestre. Le pauvre cher Saint-Pierre ne se rendait pas compte que quand on se bat, c'est très difficile de mettre sous séquestre. Enfin. Donc, les gens de Raymond occupent Toulouse, et les gens de Simon occupent Toulouse, et Raymond s'enfuit en Angleterre pour pleurnicher avec l'Ansanterre qui pleurnichait en signant la Grande Charte, comme vous le savez, 1215. Tout cela, messieurs, faisait pour, nous avons 1213, tout cela faisait autour de Simon de Montfort une gloire extraordinaire. Et il a l'idée sage et juste prier les rois de France de l'aider. Philippe Auguste permet à son fils Louis de venir, qui aide quelque temps Simon.
Puis, à ce moment-là, au Concile de Latran, le pape donne des règles pour tout ce qui doit être fait dans la région, et ces règles sont sages et prudentes. De même, Simon, lui de son côté, avait édicté avec beaucoup de prudence les déclarations de Pamiers par lesquelles il prévoyait l'organisation de toute la région et l'assimilation des Français du Nord avec les gens du Midi. Pendant ce temps, et puis tout ceci fait, Simon part pour Paris. Il rencontre Philippe Auguste à Pont-de-l'Arche. Et là, il lui demande de lui prêter hommage comme comte de Toulouse. Et Philippe Auguste, qui n'était pas bête, accepte. Donc, l'entrevue de Pont-de-l'Arche consacre primo la souveraineté de Simon sur tout le Languedoc, et ensuite la suzeraineté du roi de France sur toute cette région. Je vais vous en lire une petite partie, vous allez voir que c'est très digne. Philippe, par la grâce de Dieu, roi des Français, à tous ses amis, vassaux et autres, auxquels les présentes parviendront, salut et dilection. Sachez que nous avons reçu pour notre oblige notre cher et fidèle Simon, comte de Montfort, pour le duché de Narbonne, le comté de Toulouse, le vicomté de Béziers et de Carcassonne, savoir, etc. Donc, il demande qu'on l'aide et qu'on donne conseil et appui au cher Simon, fait à Melun le 10 avril de l'an 1216. Donc, la bataille semblait gagnée. Mais, avec les Cathares, les batailles n'étaient jamais gagnées. Voilà soudain que Raymond VI, quittant l'Angleterre et avec l'argent de Santerre, arrive en Provence et organise un soulèvement. Simon a l'imprudence de s'y rendre. Et pendant qu'il échoue dans le siège de Beaucaire, tout le Languedoc de nouveau se soulève contre lui. Il revient en vitesse et essaye de reprendre Toulouse. Il assiège Toulouse et là, son destin se termine. Une pierre d'une machine des Toulousains l'atteint à la tempe, il meurt. Tout s'écroule. Ainsi, la destinée de ce conquérant et de ce croisé qui avait été extrêmement courageux et un très honnête homme se termine brusquement et amène aussitôt l'échec de tout, car son fils Amaury, qui lui succède, n'avait pas la force du père. Raymond VI arrive à reprendre toutes ses terres et en 1223, Amaury est obligé de négocier à Saint-Flour avec Raymond VII, le fils, pour une trêve. Il a siégé dans Carcassonne, il est obligé de se rendre, de quitter le Languedoc, et il revient à Paris en faisant hommage à Philippe Auguste et en déposant entre ses mains le sort du Languedoc. La dernière partie de la guerre, après cette date-là, est donc une guerre où la France remplace Simon de Montfort. Philippe Auguste ne peut pas s'occuper de la chose parce qu'il est agonisant. Il meurt l'année d'après. Son fils Louis VIII, qui est un homme bon et pieux, veut agir. Honorius III, le nouveau pape, l'y prête. Raymond VII, une fois de plus, se livre à la comédie de la conversion. Il promet tout ce qu'on veut, mais naturellement, il ne tient pas. Alors, Honorius III comprend ce que Innocent avait compris, et il demande à la France, qu'il avait retenu d'abord, d'agir vite, et il excommunie Raymond VII. À cette fois-là, Louis VIII met en branle une armée considérable et l'organisme français. Les Capétiens, messieurs, ont été une très grande dynastie. On peut dire que c'est eux qui ont fait la France et l'unité française. Et les Capétiens sont partis de l'idée suivante, c'est qu'un suzerain peut s'imposer par la force, mais il ne peut durer que par la justice. C'est en imposant dans toute la France
la notion que pour se faire rendre justice, il fallait venir à Paris, que les Capétiens ont réussi à être les rois de tout le pays par-dessus les seigneurs, dont la justice était beaucoup plus douteuse et beaucoup plus inégale. Ainsi, les baillis royaux et l'organisation royale étaient, à cette époque-là, une chose qui était très au point. Et ce n'était donc plus avec quelques croisés que les Cathares et leurs protecteurs avaient affaire, mais avec une force organisée et une administration complète. Louis VIII se met en branle avec une bonne armée, et naturellement sa bonne armée remporte partout la victoire. Seulement lui-même était malade et meurt. Mais il laisse derrière lui une organisation qui occupe le pays et qui finit d'intégrer cette terre qui n'avait pas encore été intégrée. Vous voyez donc comment, par l'intervention de la France qu'avait désiré Innocent III intelligemment dès le début, mais qui ne s'est produit qu'à ce moment-là, le problème pouvait être résolu. Non pas résolu d'une façon très simple. Évidemment, en 1228-1229, Raymond VII, écrasé, accablé, a dû céder. Blanche de Castille, la mère de Saint-Louis, qui était alors régente, a signé avec lui un traité où Raymond VII promettait d'être fidèle au roi et à l'Église, de combattre les hérétiques, sans épargner ses vassaux, parents, amis, et d'en purger le pays, de faire prompte justice des hérétiques manifestes, de garder la paix, de restituer aux églises et aux clercs leurs biens et droits, de faire payer les dîmes et de ne pas permettre qu'elles soient possédées par des chevaliers, de payer en août 2000 marques à l'abbaye de Cîteaux, 500 à l'abbaye de Clairvaux, etc., de payer 4000 marques pour entretenir pendant 10 ans à Toulouse 4 maîtres de théologie, 2 en droit canon, 6 maîtres en art et 2 maîtres en grammaire, de prendre la croix de partir d'un délai d'1 an dans la Terre Sainte, de ne pas inquiéter sur ces sujets qui s'étaient déclarés pour l'Église, etc. Et surtout, à sa mort, de léguer son comté à la couronne royale. C'est-à-dire que le comté, après la mort de Raymond VII, devait entrer dans l'apanage royal et être la propriété d'Alphonse, frère de Saint-Louis, qui épousa la fille de Raymond VII. Les Cathares existaient toujours, ou du moins ceux qui avaient su se cacher à droite et à gauche ou en Aragon. Les Cathares se sont donc révoltés et l'Inquisition qui fonctionnait, et qui fonctionnait d'une main plus efficace que molle, l'Inquisition exaspérait la population, on peut le dire. Aussi y eut-il des révoltes, et des révoltes qui furent extrêmement dures. En 1240 et 1242, la dernière révolte de Raymond VII qui fut écrasée. Il fut battu par Hugues de Lusignan qu'envoya le roi de France. Il eut de nouveau se soumettre, s'humilier, mais il était une loque à ce moment-là. La guerre religieuse continuait pourtant. À Avignonnet, on a le comte de Mirepoix a assassiné une dizaine de gens de l'Inquisition. Alors, une fois de plus, le gouverneur français est venu et a assiégé Montségur, c'est une histoire fameuse, qui a été prise en mars 44. Raymond VII est mort en 49 et l'histoire était finie. Pendant que vous allez regarder quelques images rapidement, parce que nous approchons de le dernier moment, quelle est la personne qui veut bien, voulez-vous? Je vais vous expliquer la morale de toute cette histoire. Et c'est pour vous montrer les châteaux. Vous voyez comme ils sont, c'est bien situé tout ça. Et encore, il y a mieux que ça. Et où ça? Ça, c'est Montségur. Ça, c'est, je crois que c'est Montségur. Oui, et le dernier. Alors ça, c'est pour vous montrer comment on vous brûle. Et si on avait la chance que ça vaut, la morale de cette histoire, mais c'est une histoire tragique, et qui est une histoire dont on a abusé, c'est que la France, et je vous le dis et je vous demande de vous le rappeler, a complètement succédé dans son œuvre d'intégration. Pendant la guerre de 100 ans, entre 1210 et 1220, au moment le plus bas de la guerre de 100 ans, au moment où Jeanne d'Arc est intervenu, la seule région fidèle au roi de France était le Languedoc.
Et les gens du Languedoc, ce sont ceux qui se sont fait tuer pour chasser les Anglais hors de France. Le pivot de la résistance patriotique a été le Languedoc et Bernard d'Armagnac, qui était de l'autre côté du Midi. Donc l'intégration menée par les fonctionnaires royaux, même si elle a été quelquefois un peu dure, a été tout à fait efficace. Et au XVe et au XVIe et au XVIIe siècle, aucun doute sur le patriotisme des Languedociens. Ainsi, ceci est fait, la région est apaisée. Mais naturellement, les ferments cathares restaient. Au XVIe siècle, fusée de protestantisme dans tout le Languedoc, surtout chez les seigneurs. Cette fois-là, surtout chez les seigneurs, beaucoup plus que chez les bourgeois. Les seigneurs, voyant l'Église riche, veulent s'en emparer, et puis, tout de même, certains d'entre eux veulent exercer leur vengeance. Mais la chose se calme relativement vite. Et le protestantisme n'a pas été pire dans le Languedoc même que dans les autres provinces, il a été pire dans les Cévennes. Alors ça, c'est une autre histoire dont je n'avais pas le temps de vous parler. C'est le XVIIIe siècle qui a réveillé l'ardeur et la haine. Et cela, je suis désolé de vous le dire, largement par la faute du clergé qui était de nouveau très mauvais, enrichi, vicieux. Le dernier cardinal archevêque de Toulouse avant la Révolution s'appelait Loménie de Brienne. Messieurs, il avait tous les défauts et tous les vices. Il ne croyait pas en Dieu, il avait une vie privée abjecte et c'était un homme d'argent. La seule chose bonne qu'il ait faite, c'est de construire un très joli château. Et il a renié Dieu, abandonné le roi pendant la Révolution et il s'est suicidé. C'est vous dire que le clergé du Languedoc, de nouveau, à cause de la facilité, de la beauté, de la joliesse, pas tout le clergé, mais une grande partie du clergé, était de nouveau corrompu et que cela a été l'une des causes du trouble et du succès des Jacobins dans cette région-là. Au XIXe siècle, il y a eu un réveil artificiel des cathares stimulé par le parti radical, qui pour prendre le pouvoir dans le Languedoc où il a été très puissant, a fait une guerre anticléricale constante en se servant des vieux souvenirs et en les réveillant là même où ils étaient complètement engourdis. Merci. La dépêche de Toulouse, qui maintenant est apaisée, a été pendant toute la fin du XIXe siècle un des organes les plus épouvantablement injustes et féroces. Et puis, les écrivains républicains, à partir de Michelet, ont transformé cette guerre des Albigeois pour en faire une chose monstrueuse et pour blâmer le pape d'abord et ensuite les croisés. On peut dire que tous les écrivains officiels de France se sont acharnés contre les croisés, contre le Saint-Père, dont je vous ai montré qu'ils étaient le Saint-Père tout à fait innocent, il a fait tout ce qu'il a pu au contraire, et les croisés normalement bons et normalement cruels comme tous les gens de l'époque. Cette injustice n'a vraiment été tirée au clair et que par le livre de Pierre Belperron que voici, La croisade contre les Albigeois, je crois que vous l'avez ici, de la librairie académique Perrin, que je vous conseille d'acheter. Il n'est pas très intelligent, mais il est très exact, très honnête et très juste de ton. Et votre intelligence, à vous, suppléera. Et si votre intelligence, à vous, dans un moment de fatigue, ne pouvez pas suppléer, vous avez un excellent résumé l'année dernière dans Permanence de l'histoire cathare. Excellent, très précis et plus intelligent que ceci, mais moins détaillé, comprenez-vous. Dans Permanence. Avec ces deux choses-là, vous pouvez toujours réfuter tout le monde, mais il y aura lieu de réfuter, car encore il y a 8 mois, 2 historiens, entre guillemets, à la manque, ont fait à la télévision une communication scandaleuse, le principal des deux était Castelot, pour traîner dans la boue les croisés et pour glorifier les cathares. Cette émission de télévision avec projection qui a duré 2 séances a été tellement scandaleuse qu'il y a eu un tollé de protestation
et que ça a ramené l'attention sur les cathares, à la suite de quoi l'éditeur a fait cette nouvelle édition du livre de Belperron, qui est un livre trop long mais exact. Et les choses ont été remises au point. Mais comme pendant un siècle, plus d'un siècle, cela a été l'aliment de la propagande radicale et anticléricale, vous retrouverez certainement dans votre vie le problème cathare. Et n'oubliez pas que dans les loges maçonniques, c'est un des arguments qu'on emploie sans cesse. Et n'oubliez pas que dans le Midi, on vous dira ce que j'ai entendu dire. J'avais été visiter les restes d'un monastère cathare. Et la vieille dame, très polie du reste, qui me recevait, elle semblait intéressée. Alors je lui dis, madame, y a-t-il encore des cathares? Oh monsieur, je suis cathare, protestante et radicale socialiste.